Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ce n'est pas tellement une question de chauvinisme. Je crois qu'aujourd'hui, en commençant ce journal, on peut penser à ce qui va se passer dans les minutes qui viennent sur les pistes de Schruns. Il s'agit de ski, bien sûr, et de la descente féminine. Vous savez que les femmes, les skieuses françaises sont très en forme cette année. Aujourd'hui encore, on s'attend donc à de belles performances. D'autant que Françoise Maky, Isabelle Mire, Michel Jacot se sont classés dans les 3 premières hier au cours de la non-stop. Nous reviendrons sur cette actualité, sans doute dans le courant de ce journal, en compagnie de Jean-Michel Lelioux, avec des images en direct. Les femmes seront d'ailleurs à l'honneur au cours de cette édition de Télémidi, puisque vers 13h20, avec notre nouveau rendez-vous d'Hebdomidi, en compagnie de Paul Lefebvre, nous parlerons de leurs problèmes. Le mercredi, les femmes pour Hebdomidi. Cela dit, une grosse préoccupation en tête de l'actualité aujourd'hui, une grosse préoccupation de notre époque. Je veux parler de la pollution et de ce genre d'images que vous voyez derrière moi et que l'on retrouve dans beaucoup de villes. Le nouveau ministre d'un nouveau ministère, Monsieur Poujade, qui s'occupe désormais, vous le savez, de l'environnement, commence en effet aujourd'hui une sorte de tour de France de la pollution. Une première étape, d'ailleurs, qui est bien significative. Il s'agit de la ville de Rouen, une des villes françaises les plus touchées par les fumées et les déchets des grandes industries. Monsieur Poujade veut en effet mettre en place des comités régionaux de l'environnement. Dans la ville de Rouen, cela provoque d'ailleurs quelques réactions, celle de Monsieur Le Canuet, le maire, par exemple, qui dit « Nous n'avons pas attendu Monsieur Poujade pour créer une association régionale contre la pollution ». Un peu partout en France, vous le savez, on retrouve ce problème de la pollution et la tournée du ministre de l'Environnement ne sera sans doute pas inutile. Un autre exemple, si vous le voulez, la région du bassin d'Arcachon. Depuis qu'un collecteur a été mis en place en fonction près de Biscarrosse, la plage est recouverte de mousse et Alexandre Balou, il y a des réactions parmi les gens de la région. De la Salie, près de la station de Biscarrosse, dans les Landes. Depuis le début de la semaine dernière, les déchets de l'usine de la cellulose du Pin, qui se déversaient auparavant dans le bassin d'Arcachon, aboutissent ici. Cette situation est provisoire, mais la population, bien entendu, ne l'apprécie pas du tout, à commencer d'ailleurs par le maire de Biscarrosse. D'après ce qui m'a été affirmé, au point de vue bactériologique, il n'y a absolument rien à craindre. Mais enfin, vous le voyez vous-même, est-ce que vous voulez vous-même attirer des touristes dans un cloaque pareil, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, vous le voyez vous-même, la mousse que ça crée, vous voyez vous-même la couleur du sable après le passage de cette mousse, ce sable... Le sable est noir. D'un noir qui est vraiment repoussant, qui n'est vraiment pas attirant. Or, comme vous le savez, nous faisons tous des efforts terribles pour essayer d'attirer de plus en plus de tourisme à Biscarrosse. Nous sommes en plus inscrits sur le plan d'aménagement de la côte aquitaine pour une très grosse opération sur Biscarrosse lui-même, mais c'est ce qui nous inquiète de plus en plus, c'est que si vraiment on nous pollue nos plages avant que nous fassions ces efforts-là, on se demande vraiment si ça vaut le coup de faire ces efforts. Pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, victimes, eux, l'année dernière de cette pollution, la menace est simplement déplacée, mais pas définitivement écartée. Il est certain que le souci de protéger le bassin d'Arcachon a quand même amené tous ceux qui ont conduit cette opération à rejeter les eaux en plein océan à 5 km de la côte. À Biscarrosse, exactement. Non, au large de Biscarrosse, oui, en mais... plein océan. Mais parce que la société adjudicataire qui devait installer le diffuseur n'a pas réussi, il est évident que les rejets se font sur la plage. Et ça, je suis d'accord, c'est dommage. Mais, bien que ce soit dommage, pour le tourisme peut-être, pour tous ceux qui fréquentent cette région, il n'est plus possible que nous acceptions les eaux usées de la cellulose qui reviendraient dans le bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon n'est pas l'exutoire de tous les rejets d'eau usée d'une population qui s'accroît, d'une région qui est en expansion et où des usines extrêmement puissantes ont de plus en plus de rejets nocifs. Le bassin d'Arcachon a une vocation, c'est d'élever des huîtres, de les mettre sur le marché, où elles sont mondialement connues et mondialement appréciées. Eh bien ça, c'est la vocation du bassin d'Arcachon. Et pour ça, nous n'accepterons à aucun prix, et jamais plus, que les eaux de la cellulose se déversent dans le bassin d'Arcachon. Pendant ce temps-là, à l'usine de la cellulose du Pin, en attendant que les travaux soient terminés, on a mis au point une solution provisoire. Le directeur, M. Besson. Nous avions prévu de terminer les travaux pour le 15 décembre 1970 et toutes les entreprises soumissionnaires s'étaient engagées devant le syndicat intercommunal et les ponts et chaussées à tenir ce délai. Malheureusement, si la partie terrestre a été réalisée dans d'excellentes conditions, la société allemande chargée de l'émissaire en mer n'a pas tenu ses engagements. Dans ces conditions,
les pouvoirs publics ont donné leur accord pour déverser temporairement sur la plage à la Salie, entre Le Pilat et Biscarrosse. Alors, pour tenter de dissiper la formation de ces mousses pendant la période provisoire pendant laquelle nous déversons sur la plage, le SIACRIBA a décidé de prolonger la tuyauterie qui allait sur la plage au niveau le plus bas possible. Vous avez parlé à l'instant de solution provisoire. Alors, à quand la solution définitive? La solution définitive dépend de la société allemande soumissionnaire. Cette solution, avec évacuation immergée au large, doit donner satisfaction à tout le monde. Et il est absolument nécessaire que la société allemande Armstorff mène à bien l'exécution de ces travaux dans les meilleurs délais. Le Conseil général des Landes, dont 2 membres menacent de démissionner si cette situation continue, a décidé d'intervenir auprès du gouvernement. Cela dit, une fois les travaux terminés, ce sera donc à 5 km au large qu'aboutiront les déchets de l'usine. À cette distance, ils ne seront pas rejetés sur la plage, disent les experts, mais on n'aura pas supprimé pour autant une source de pollution. La France n'est pas la seule, bien sûr, à être touchée par ce problème. On le retrouve dans beaucoup d'autres pays du monde, des pays, la plupart du temps, industrialisés, bien sûr. Il y a les fumées, il y a les déchets d'usine, il y a aussi les marées noires. Et ce genre de photographie que l'on rencontre assez souvent, de photos d'oiseaux, plutôt, il s'agit d'un canard en l'occurrence, englué dans le mazout. Cette photo elle a été prise dans la baie de San Francisco. 2 pétroliers sont entrés en collision là-bas. Les plages sont polluées sur 80 km de côte. Et le brouillard gêne considérablement les équipes de spécialistes qui essaient de nettoyer l'immense nappe de mazout. Cela rappelle bien sûr l'affaire du Torrey Canyon. 34 camions-pompes travaillent jour et nuit sur les rives de la baie et plus de 300 ouvriers sont mobilisés. À bord des 2 bateaux, il y avait 26 réservoirs, 6 d'entre eux ont été endommagés. En France, on parle encore aujourd'hui du conflit social de Nantes. À l'usine des Batignolles, en effet, cela n'est pas terminé. Les ouvriers ont repoussé les propositions patronales. Quant à la direction, elle n'accepte de rouvrir l'usine que demain et de ne négocier véritablement que le 15 février. Aussi, sur place, Jean-Paul Guguin, on se demande vraiment si le mouvement ne risque pas de prendre une plus grande ampleur là-bas. À Nantes, dans le conflit avec les usines Batignolles, les négociations sont rompues avec le patronat. À la suite d'un désaccord survenu au cours des discussions menées hier après-midi au siège de la direction départementale du travail, syndicats et patrons des Batignolles ne sont pas parvenus à un accord, bien au contraire. Sur cet échec, les partis se sont retrouvés dos à dos. Les délégués syndicaux avaient convoqué leurs mandants ce matin à 8h30 devant l'usine des Batignolles pour leur exposer la situation et leur préciser la suite qu'ils entendaient donner au refus de la direction de discuter sur leurs revendications. 800 personnes environ étaient présentes pour voter. Tous les ouvriers ont à l'unanimité exprimé leur confiance à leurs délégués syndicaux et rejeté à l'unanimité les propositions patronales. Première conséquence de ce rejet, la reprise du travail n'aura pas lieu demain comme le demandait la déclaration patronale. Les ouvriers se sont ensuite rendus en cortège au marché de Talensac, puis ils ont rencontré le directeur départemental du travail, M. Gilles, qui est en même temps le négociateur officiel de cette affaire, pour lui exprimer leur volonté de poursuivre les conversations avec le patronat. Cet après-midi, réunion de la commission exécutive de la CFDT et de la CGT, puis réunion du secrétariat du comité central qui représente au niveau syndical toutes les entreprises de Creusot-Loire, c'est-à-dire les 27 entreprises françaises. En France, Guy Claes, il faut revenir sur 2 sujets, 2 chapitres de l'actualité. Il y a d'une part la préparation des municipales, bien sûr, et puis aussi l'Assemblée générale du CNPF hier. Alors les municipales, évidemment, on commence à y voir un peu plus clair dans un certain nombre de villes, mais vous savez qu'il est très difficile de se faire une idée du type d'alliance qui se conclut à l'occasion des élections municipales, car la situation varie d'une ville à l'autre. Néanmoins, on peut dire d'une façon générale que l'UDR monte à l'assaut de quelques grandes mairies qu'elle espère pouvoir enlever, c'est-à-dire d'abord, bien sûr, Lille contre M. Augustin Laurent, socialiste, Marseille contre M. Gaston Defferre, socialiste également, et Rouen contre M. Jean Le Canuet, centriste. Les Républicains indépendants et les indépendants de M. Antoine Pinay ont, vous le savez, conclu un accord à l'échelon national. Mais cet accord est plus ou moins respecté. À Lille, par exemple, les indépendants figurent sur la liste du maire sortant, M. Augustin Laurent, alors que les Républicains indépendants sont sur la liste UDR. Ça, c'est parce que depuis toujours, les indépendants à Lille sont alliés à M. Augustin Laurent. D'autre part, à Lyon, il y a le problème Soustelle,
Vous savez que les Républicains indépendants sont d'accord pour figurer sur la même liste que M. Soustelle et qu'à l'UDR, en revanche, on souhaite qu'il n'y ait aucun UDR sur la liste de M. Pradel, qui a donc accepté de prendre M. Soustelle. D'où conflit un peu au sein de la majorité. À gauche, on a parfois le schéma classique de gauche unie, Parti communiste, PSU, Parti socialiste, radicaux. C'est le cas au Havre, où la municipalité actuelle est communiste, et c'est un peu le cas aussi à Arras, où M. Guy Mollet, pour la première fois, a fait alliance avec les communistes. Et puis, il y a aussi les alliances avec les centristes contre la majorité, c'est le cas, on retombe dans Lille et dans Marseille. Et puis, il faut noter aussi l'apparition chez les socialistes d'une nouvelle tendance qui n'existait pas en 1965 lors des précédentes municipales. C'est une tendance très anticommuniste qui est dirigée par le maire de Mulhouse, M. Émile Muller, qui a même fondé pour cela un nouveau parti, le Parti de la démocratie socialiste, le PDS. Et pour la première fois hier, ce PDS, auquel ont adhéré d'autres maires de grandes villes, comme M. Vaste, maire d'Amiens, ou dans la région parisienne, M. Faïs, maire de Villeneuve-Saint-Georges. Pour la première fois, donc, ce parti a tenu un conseil national et il a donc donné comme consigne prioritaire la lutte contre les communistes, pour empêcher les communistes de prendre les mairies. Alors Daniel Brême a rencontré hier M. Émile Muller, ce président du PDS, donc, et lui a demandé de s'expliquer sur son anticommunisme. Le Parti démocrate socialiste se veut être en quelque sorte une structure d'accueil des socialistes anticommunistes la plupart du temps. Oui, lorsqu'on dit anticommuniste, il faut parler de l'idéologie communiste. Nous sommes contre l'idéologie communiste, ce qui ne veut pas dire que nous refusons le dialogue avec le bon ouvrier communiste ou avec le bon employé communiste. Nous sommes contre l'idéologie parce qu'elle attente à la dignité de l'homme. Et c'est dans ce sens-là que, oui, nous sommes anticommunistes. Étant bien entendu que ce parti étant pris, nous tâcherons, en dehors de ce que nous condamnons, à chercher à regrouper l'ensemble de ceux qui ne désespèrent pas de pouvoir donner un jour au socialisme démocratique le vrai visage qu'il n'aurait jamais dû perdre et qu'il est en train de perdre par son alliance avec le Parti communiste. Oui, dans sa ville à Mulhouse, M. Muller a pris sur sa liste des républicains indépendants, des gaullistes, et il a contre lui une liste socialiste, car le Parti socialiste de M. Savary n'approuve pas cette attitude, évidemment. Un mot du CNPF d'hier, on a parlé des jeunes d'ailleurs. On a parlé des jeunes, et on ne peut pas reprendre toute la résolution du CNPF, mais il y a un point qui peut intéresser particulièrement les jeunes téléspectateurs. Vous savez qu'il y a quelque temps, la semaine dernière, le Premier ministre, M. Chaban-Delmas, avait écrit au CNPF pour lui proposer d'organiser dans les entreprises des stages de formation professionnelle qui seraient payés moitié-moitié par l'État, moitié-moitié par le patron. Eh bien, hier, le CNPF a dit oui. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que ça a commencé absolument tout de suite. On va appliquer des textes de loi qui remontent à 66 et 68, mais on va commencer donc à préparer, en accord avec le CNPF et le gouvernement, des stages de formation pour les jeunes qui entreront dans les entreprises et qui pourront, tout en travaillant, continuer à se former, à apprendre vraiment leur métier. Deux télégrammes encore à noter avant de refermer ce dossier français. D'une part, le pétrole. Les négociations franco-algériennes reprennent cet après-midi à 16h. Jusqu'à présent, M. Orteli comme M. Bouteflika se sont montrés très discrets à la fin de chaque rencontre. Une dernière minute tout de même à ce sujet, qui vient bien sûr du Conseil des ministres, qui s'est terminé tout à l'heure. Les négociations de Téhéran, a dit M. Maurice Schuman, ne peuvent en aucune manière avoir pour résultat de geler les négociations franco-algériennes dans le domaine du pétrole, comme d'ailleurs dans d'autres domaines. Et puis vous vous souvenez sans doute de ce gardien de phare de Honfleur qui vous avait expliqué lui-même pourquoi il s'était mis en grève, une grève administrative. Le gardien vient d'obtenir satisfaction, il a repris son travail normalement ce matin. En Grande-Bretagne, la grève a commencé, la grève des postiers, elle a commencé cette nuit, à minuit pile. 230 000 agents des postes sont maintenant en grève, ne sont terminés leur travail. Et au départ, il s'agit, vous le savez, de revendications de salaire. Et la grève va sans doute couper toutes les communications intérieures et internationales qui ne sont pas automatiques. Même chose pour les télégrammes et pour la distribution du courrier. Les Britanniques subissent d'ailleurs en ce moment une série de grèves tout de même assez impressionnantes, puisque déjà les employés municipaux, les éboueurs et les électriciens avaient cessé le travail ces jours-ci. Il est maintenant question aussi d'une grève des cheminots. Pour la petite histoire, on peut signaler que le système D existe aussi outre-Manche. Une société d'édition a même annoncé son intention d'utiliser des pigeons voyageurs porteurs de microfilms. On a vu aussi apparaître des postiers pirates qui quelquefois utilisent même l'avion et qui, inutile de le préciser, pratiquent des tarifs qui sont particulièrement élevés. Je pense que nous allons faire un tour tout de suite à Schruns pour la descente féminine. Jean-Michel Delio.
Oui, si vous voulez, je vous propose en direct la descente de Françoise Maky. Cela ne serait être maintenant qu'une question de secondes, car pour l'instant, nous avons les 14 meilleurs temps, alors que Divina Gallica va franchir la ligne. Je pense que nous allons retrouver l'image tout de suite, qui est derrière vous, Jean-Michel. Voilà l'arrivée de Divina Gallica, alors que le meilleur temps a été réalisé par Michel Jacot et ses 49 kilos sur cette descente très difficile, très technique. Vous allez la voir avec Maky. 2,07,33, c'est très loin. Et voilà maintenant Françoise Maky. Alors écoutez, c'est simple. Françoise Maky, pour battre Jacot, doit faire mieux que 2,01,54. Au moment où le chronomètre au bas de votre écran s'arrêtera à mi-course, au temps intermédiaire, disons, qui est chronométré ici, en Autriche, il faut que Maky passe en 1 minute 30 secondes pour être à peu près dans les temps de Michel Jacot. En tout cas, pour l'instant, Jacot est en tête, devant Drexel 2,02,34, troisième Anne-Marie Prohl 2,02,62, quatrième Isabelle Mire 2,02,73. Donc 2,01,54, temps à battre. Je n'ai pas vu malheureusement l'arrêt du chronomètre au temps intermédiaire, mais attendons le franchissement de la ligne par Françoise Maky. Vous voyez que la piste est très très difficile, elle chemine entre les bois, elle est très dangereuse aussi, très très technique. Et Maky avait réussi le meilleur temps, 2,02,17. Elle est battue, c'est donc Jacot qui pour l'instant est en tête. Nous recevons là des images en direct. Jacot théoriquement devrait avoir gagné, mais attention, il peut toujours y avoir des surprises en ski. Bien, nous connaîtrons peut-être ces surprises d'ici la fin de ce journal. Il faut revenir tout de même à l'actualité politique et à la scène internationale, où il faut surveiller aussi ce qui se passe du côté de la Pologne. On a l'impression là-bas que l'agitation pourrait reprendre. On note déjà une série de grèves tournantes sur le port de Gdansk. Les dirigeants polonais ont d'ailleurs reçu une délégation des chantiers navals. M. Gierek, le premier secrétaire du parti, a indiqué qu'il prenait en considération les intérêts des travailleurs, mais qu'il ne pouvait examiner et régler ces problèmes que dans un climat d'ordre et de travail. Il n'y a d'ailleurs pas que les chantiers de construction navale à être touchés là-bas. Hier, les conducteurs de tramway, d'autobus de Gdansk ont interrompu le travail pendant plusieurs heures. Là encore, ils demandent des hausses de salaire et des améliorations dans les conditions de travail. À Singapour, le sommet du Commonwealth se poursuit. Il semble difficile de trouver une solution au problème des ventes d'armes britanniques à l'Afrique du Sud. Monsieur Hiss, que vous voyez sur cette photo, a refusé hier de prendre tout engagement à ce sujet. C'est un chiffre impressionnant et une affaire dont on parle depuis bien des mois. Un nouvel appareil Starfighter s'est écrasé au sol hier matin en Allemagne. Le pilote a pu faire fonctionner son siège éjectable. Ce qui est important dans tout cela, c'est qu'il s'agit du 127e accident de ce même type d'appareil. 61 pilotes sont morts à bord d'un Starfighter. Rostropovitch, le célèbre violoncelliste, ne jouera pas à Paris le 28 janvier comme cela a été prévu. Les autorités soviétiques lui ont refusé son visa. Rostropovitch, il faut le rappeler, avait défendu publiquement l'écrivain Solzhenitsyn. Je vous propose de revenir maintenant sur une affaire dont nous avions longuement parlé, nous assez brièvement au contraire, parlé à la fin de la semaine dernière, c'était samedi. Des plongeurs sous-marins avaient découvert en Méditerranée, au large des côtes françaises, un sous-marin, l'épave d'un sous-marin assez mystérieuse. Le bâtiment était visiblement au fond de l'eau depuis assez longtemps. On se demandait si ce bâtiment ne datait pas de la dernière guerre. Et puis finalement, il a été identifié. Le commandant du Vigneault de la Marine nationale a regardé ces images du sous-marin en compagnie de Jacques Séguy. Je pense que nous allons pouvoir voir d'ici quelques instants ces images dont vous vous souvenez peut-être que nous avions regardé ensemble d'ailleurs samedi dernier. C'était des plongeurs italiens venus de Milan qui les avaient filmés. Voilà le plongeur, il va approcher. Il approche d'ailleurs. La masse sombre, c'est le sous-marin. C'est sans doute l'arrière du massif ou les lignes d'arbres. Déjà un premier élément d'identification peut-être? Pas à présent vraiment. Voici les ballasts. Là maintenant, oui. Le pont du sous-marin. Un support d'antenne à bâbord, à gauche. Et le massif. Le massif, c'est effectivement, c'est un sous-marin français. Voici la fuite de Vince, c'est très certainement le Rubis. D'ailleurs, sa position pouvait le laisser prévoir. On aperçoit maintenant l'intérieur de la baignoire, le massif des périscopes. D'autres éléments qui vont apparaître, qui vous permettent à vous de dire qu'il s'agit du Rubis. Du Rubis d'un sous-marin. C'est un sous-marin ancien, le fuite de Vince en est le témoignage. Et à droite, de la forme, voici le périscope de veille que nous voyons passer, périscope d'attaque, une alidate d'enlèvement, l'avant du massif, caractéristique des sous-marins français de cette classe. Le scaphandrier, le plongeur descend dans un panneau. Et s'il s'agit du Rubis, il est à quelle profondeur? Il est à environ... Le haut du bateau est à 30 mètres sous la surface. Il repose sur un fond d'environ 55 mètres. 15 mètres de hauteur. Environ.
Entre 10 et 15 mètres. Et il est là depuis longtemps, ce sous-marin? Il a été posé là volontairement en 1949, fin 49. Là maintenant sur la carte, on voit l'emplacement exact, c'est-à-dire à 2100 mètres du Cap Camara, près de Saint-Tropez. Vous voyez par des fonds d'environ 50 mètres. Un sous-marin d'un grand prestige, vous le disiez. Oui, c'est un bateau qui a fait pendant la guerre un très grand nombre de missions de mouillage de mines et de torpillage sur les côtes de Norvège. Il a, je crois, mouillé près de 700 mines. Et les archives officielles de la marine allemande lui attribuent 15 bâtiments coulés, 15 bâtiments de surface. Un vieux combattant. Un ancien combattant. Il a été commandé, voilà sa photo. Photo prise probablement à la fin de la guerre, alors que sa silhouette avait subi quelques modifications au cours des carénages en Angleterre. Un combattant qui a aussi des décorations, vous m'avez dit. Oui, il a une fourragère, 4 citations d'ordre de l'armée et il est compagnon de la Libération. Comment se fait-il qu'on le retrouve à cet endroit maintenant? Il a été mouillé, vous dis-je, comme but sonar, c'est-à-dire qu'il est destiné à l'entraînement des opérateurs de l'école des détecteurs d'armes sous-marines pour reconnaître le timbre d'un sous-marin posé sur le fond, de façon à ce qu'ils puissent distinguer cet écho assez particulier de l'écho de rocher ou du sable. Il y a aussi sur la carte une deuxième croix qui marque l'endroit d'une autre épave. Alors, il y a des épaves utiles, comme ce sous-marin, et puis cette épave, qu'est-ce qu'elle fait là? Ma foi, je pense qu'elle est arrivée là à la suite du Elle est forfait de inutile, en mer. quelque Elle sorte. est tout à fait inutile. Elle ne dérange en fait personne, puisqu'elle est par 30 mètres de fond, dans un endroit parfaitement repéré. Je pense qu'elle y restera encore fort longtemps. Alors, il n'y a plus de mystère en ce qui concerne... Pas de mystère pour le sous-marin mystérieux, c'est notre vieux Ruby, celui de l'amiral Cavagné, actuellement grand chancelier de la Légion d'honneur, qui a longtemps et fidèlement servi la marine du temps de sa vie en service normal, qui a pris sa retraite au fond de l'eau et qui rend encore de grands services. Curieuse retraite, mais dans la marine, ça n'étonnera personne. Et puis mon Dieu, c'est normal pour un sous-marin. Il n'y a plus de mystère, effectivement, au large de Cap Camara. Nous allons revenir à l'actualité sportive, peut-être encore des précisions en ce qui concerne Schruns, Jean-Michel Lelio. Oui, cette victoire de Jacot semble maintenant confirmée, sous réserve, rappelez-vous, samedi, de surprise, puisque c'est le Dossard 39 qui a triomphé samedi à Saint-Maurice dans la descente, mais je ne pense pas qu'il y ait des grandes modifications atmosphériques d'ici la fin des 3 séries de descente. En tout cas, première, Michel Jacot, 2:01,54, le temps... Maintenant, 2:04,59, c'est celui de Jacqueline Rouvier qui vient de s'inscrire au bas du tableau. Je ne pense pas, puisque toutes les concurrentes descendent en 2:04, 2:05, je ne pense plus que Michel Jacot puisse être battu. Première, Michel Jacot. Deuxième, Maki, que vous avez vu descendre il y a quelques instants, 2:02,17. Elle est donc très près. Troisième, Drexel, l'Autrichienne, 2:02,34. Quatrième, Anne-Marie Prohl, 2:02,62. Et cinquième, Isabelle Mire, 2:02,73. Alors soyons quand même contents, puisqu'il y a 3 Françaises, sans être chauvin d'ailleurs, 3 Françaises aux 5 premières places. Des nouvelles brèves autres que le ski. En automobile, Jackie Stewart a évité un accident hier. Son accélérateur s'est bloqué sur un circuit en Afrique du Sud. Il est rentré dans les balustrades. Heureusement, il est indemne. Il pourra participer à ce Grand Prix d'Afrique du Sud. En voile, Tabarly est en 2e position de la grande course Le Cap Rio. Et enfin, en football, sachez que Bordeaux a demandé l'annulation du contrat que vient de signer Eriksson à Nice, car Bordeaux estime que Eriksson avait déjà signé un contrat avec les Girondins. Voilà, Jean-Michel. Voilà pour l'ensemble de l'actualité. Vous avez rendez-vous maintenant avec Hebdomidi et Paul Lefebvre. Nous nous retrouverons tout à l'heure pour la bourse. Eh bien, avant de faire le tour la semaine prochaine des grandes collections, avant d'ouvrir ensuite au fil des semaines des dossiers plus sévères sur les problèmes qui se posent à la française en 71 dans sa vie quotidienne, nous avons choisi d'ouvrir ce premier numéro d'Hebdo-Femmes sur 2 sourires dans un même cadre, les achats ou plutôt la façon d'acheter. Le client privilégié, ce n'est plus vous, mesdames, c'est l'homme, le français, surtout les 3 millions de célibataires. Et vous allez voir dans cette illustration de Gabriel Mérès que même en ce qui concerne le blanc, dont la saison se termine, l'homme devient un client décidé et surtout apprécié. Depuis 3 ans, le Français quitte les blancs ou les bleus traditionnels. Il dépense encore moitié moins que la Française pour s'habiller, mais ce qu'il achète tout seul est généralement plus cher. Le blanc 71 semble avoir été créé pour l'homme. Pas d'agressivité dans les couleurs ou les motifs, c'est un retour au calme. Les spécialistes disent un refuge contre l'angoisse. Monsieur, est-ce que vous avez une robe de chambre qui ira avec? Oui, certainement. Regardez, je crois qu'il m'en reste justement une. Mais vous avez essayé le Bermuda parce que c'est une très grande taille, je crois, là. Ah oui. Remarquez, vous pourriez... Je peux essayer la robe de chambre? Essayez, certainement. Oui, essayez plutôt la robe de chambre d'abord. Oui.
Voilà qui vous va très bien. Ça me va, hein? Oui, très très bien. Une sortie d'été avec le Bermuda. Je crois que je vais vous prendre ça. Ouais. Alors combien vous me vendez ça? C'est en solde. Alors celui-ci est en solde à 60 francs, le Bermuda. Hein. Et la robe de chambre à 120 francs. Je pense que vous faites une taille 2. Oui. Taille 2. Remarquez, Vous voulez mon tour de cou, non? Non, non, ça suffit pour une chemise. Ouais. Chemise de sport, celle-ci, en taille 1 ou taille 2. Hein. Elles sont très près du corps. Hein. Monsieur Français moyen est maintenant un client à part. Il est plus exigeant et plus décidé que la française. Vous arrive-t-il souvent d'avoir affaire à des hommes? Très fréquemment, oui. Comment réagissent-ils? En général, ils sont très précis, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont beaucoup de goût. Plus que les femmes? Oui, dans l'ensemble, oui. Comment les conseillez-vous? Dans l'ensemble, dans les coordonnées, on les oriente de coordonnées plus jolies, ce qui va mieux ensemble. En général, ils ont vu les modèles avant, ils ont regardé tout seuls et après, ils veulent une vendeuse. Vous avez, voyez-vous, le drap housse aux 4 coins pour le dessous. Vous avez un drap qui est tout. C'est-à-dire que vous mettez le drap carrément sur le matelas, ça rentre sur le matelas. Oui, monsieur. Il n'y a pas de drap du dessous en fait. Non, c'est le drap du dessous, voyez-vous. Ouais. C'est le drap, mais alors vous n'avez jamais de pli. Vous avez toujours un drap bien tendu et vous avez le drap du dessus qui fait housse, voyez-vous, simplement pour le pied. Ah, c'est-à-dire que j'ai pas de lit à faire en fait. Oh, si l'on peut dire. Mais vous avez toujours un pied de lit qui est traîné. Et si vous avez un canapé, voyez-vous, à replier, vous avez toujours vos draps qui sont traînés. Ça vous paraît bien? Moi j'aurais horreur de ça parce que je peux pas avoir non, mais moi, je mes pieds comme ça. J'ai besoin d'avoir mes pieds comme ça. Vous faites pas du tout les draps blancs? Oh non, maintenant de la fantaisie. Bah oui, c'est ce que j'ai entendu dire, mais je veux dire, oui, je suis célibataire, moi j'ai pas, ça m'ennuie un petit peu le drap de couleur, je sais pas, j'ai peur que ce soit un peu féminin, non? Non, nous faisons des modèles, l'avantage, vous avez des modèles géométriques qui n'ont rien de fleuri et qui peuvent très bien aller aussi pour un homme. Hein. Bon, alors j'ai ce modèle dans le bleu, tous mes coloris. Vous avez du bleu et du jaune. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un truc uni ou non, vous pouvez prendre le dessin et prendre la base unie dessous si vous préférez. Hein. Vous prenez par exemple un drap bleu. Fantaisie pour le dessus et pour le dessous vous prenez de l'uni. Ah, des draps différents, moi je pensais qu'il fallait prendre un ensemble. Non, rien ne vous y oblige, ou alors vous pouvez, si vous avez des draps blancs... Parce que j'ai entendu parler alors d'ensemble complet... Le coordonné. C'est ça. Ah bon, alors dans le coordonné, vous avez vos serviettes de toilette, gants de toilette, sortie de bain, tapis de bain, que vous trouvez au 3e étage, mais vous pouvez dans une base prendre une base unie et prendre vos coordonnées, le drap ou les têtes d'oreiller fantaisie, et même la tête traversale. Les statistiques disent un Français achète en moyenne 3 chemises, 5 slips, 4 maillots de corps par an. C'est 2 fois plus que son père ou son grand-père, mais un Français sur 2 ne met plus de pyjama. Cette année, on lui propose des draps ardoises ou verre acide pour compenser. Malgré cet effort, il n'est pas l'homme le plus élégant d'Europe. C'est encore de loin l'Italien qui prend le plus soin de son aspect extérieur. Donc en somme, quelque chose comme la compétition dans le marché commun de l'élégance. Donc votre fils, votre mari commence à se débrouiller tout seul, d'autant que le caractère féminin leur donne parfois l'occasion de se méfier. Les femmes disent-elles en effet toute la vérité sur leurs achats? Eh bien c'est un dossier que nous ouvrirons et que je vous présenterai mercredi prochain. Nous allons retourner à la Bourse de Paris maintenant, retrouver Gérard Vidalanche, où l'on parle, je crois, beaucoup de l'épargne et du 6e plan aujourd'hui. Oui, il y a un bouillonnement actuellement. En effet, il faut prévoir les capitaux qui seront nécessaires pour financer l'expansion jusqu'en 1975. Alors, de nombreux rapports sont soumis à la commission de financement du plan. Il y a eu celui de M. Michel Caplin, qui est président de la commission financière du patronat. Il y a eu également celui de M. René de Lestrade, qui est directeur général de la Caisse nationale des marchés. Et également M. Rémy Schlumberger, qui est président de Neuflize Schlumberger. Tous ces experts concluent pratiquement la même chose, à savoir qu'il faut mobiliser l'épargne des Français, qui est beaucoup trop liquide, si l'on fait des comparaisons avec l'Allemagne, avec les États-Unis, avec les Anglais. Les Français ont trop tendance à conserver liquide leur argent et il faut précisément mobiliser
conduire toute cette épargne à l'industrie et au commerce. Il faut bien entendu rémunérer davantage cette épargne et il y a eu des initiatives qui ont été faites pour, par exemple, améliorer le rendement des livrets de la caisse d'épargne et notamment des primes de fidélité et il faut bien sûr protéger les épargnants. Aujourd'hui, la Bourse de Paris est encore un peu irrégulière, mais il y a tout de même des titres qui s'améliorent. Par exemple, Creusot-Loire, dont vous voyez exactement le cours maintenant, 122,50 en progression aujourd'hui. En effet, il y a un accord important qui vient d'être conclu avec la compagnie électromécanique. Ce sont deux sociétés spécialisées dans la grosse construction mécanique. La CEM est une filiale d'un puissant groupe européen d'origine suisse, qui est Braun-Boveri. Alors, Creusot-Loire, qui résulte elle-même de la fusion du Creusot et des ateliers Forts de la Loire, vont bénéficier d'une licence très importante pour la fabrication des turbines terrestres, des turbines à vapeur. Or, jusqu'à présent, Creusot-Loire travaillait sur une autre technique qui était celle de Rateau. Or, comme Rateau est passé dans le groupe de la Compagnie Générale d'Électricité, il y a en quelque sorte, si vous voulez, une sorte de reclassement des techniques et de reclassement également des grands groupes dans la construction mécanique. Cet accord n'est pas seulement technique, il y aura également une coopération commerciale et cet accord se prolongera sur le plan des grosses affaires de travaux publics des mêmes groupes, car dans le groupe de ce qu'on appelle le groupe Schneider, il y a deux affaires de travaux publics qui est SPI Batignolles et la Citra. Eh bien, ces affaires-là travailleront également en étroite collaboration avec Creusot-Loire pour la fabrication, par exemple, des centrales thermiques pour tout ce qui est le gros œuvre. On a monté aujourd'hui sur la Française des pétroles, nous verrons les cours dans un instant. Vous voyez que dans le secteur de l'alimentation, les écarts sont très faibles. Du côté des banques, également, la baisse du taux d'intérêt ne s'est pas fait sentir jusqu'à présent, sauf en faveur des établissements spécialisés dans le financement des logements, dans le crédit immobilier, surtout le crédit bail. Vous voyez que la compagnie bancaire gagne 3 francs. Du côté des ciments, les ciments Lafarge viennent de signer en quelque sorte un contrat de progrès avec leurs actionnaires. En effet, la société, pendant 5 ans, estime qu'elle n'aura pas besoin de faire appel à ses actionnaires, pas d'appel d'argent frais donc du côté du marché financier, et surtout, la société pense qu'elle pourra augmenter tous les ans de 10% son dividende. C'est vraiment une sorte de contrat de progrès à l'image des contrats qui sont conclus actuellement avec les syndicats sur le plan des rémunérations des salariés. Gervais Danone se rétablit peu à peu après ces fortes émotions de la semaine dernière. Du côté des baisses, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson perd aujourd'hui 1,20 franc. C'est un peu paradoxal car il y a tout de même une nouvelle qui est favorable pour Saint-Gobain et également pour BSN, c'est la hausse du prix du verre qui va être de 3%. Mais le mouvement le plus important aujourd'hui est tout de même la hausse, la Française des pétroles. Je pense que nous allons voir tout de suite le cours. En effet, 171,50 contre 167,90. Et il ne faut pas oublier que ce titre avait baissé jusqu'à 158,50 au moment où la tension avec l'Algérie était tout de même très aiguë. Il semble bien que s'il y a un front commun du côté des compagnies pétrolières, le front présenté par les États producteurs, eh bien, ce front présente certaines failles. Et il semble que, notamment l'Arabie saoudite, tous les Émirats de la côte du Golfe Persique, ainsi que le Venezuela, cherchent la conciliation, donc, dans cette grande bataille du pétrole. De Wendel, 80 francs, c'est maintenant officiel. Aux États-Unis, le prix de l'acier va augmenter de 6,80. C'est une hausse qui, peut-être, aura des répercussions sur les marchés européens. Valeurs étrangères, peu de fluctuations. Marché de l'or également très stable. C'était la Bourse de Paris avec donc une vedette, la Française des pétroles, à 171 francs 50. C'était la Bourse de Paris. À vous les studios.
Dernière minute à la salle des téléscripteurs, elle concerne bien sûr le Conseil des ministres, des précisions qui concernent la position du gouvernement français pour le Moyen-Orient. Le gouvernement français se félicite que la négociation soit engagée entre les Arabes et Israël par l'intermédiaire du docteur Yaring. D'autre part, il exprime tout de même sa préoccupation à la suite du raid récent en territoire libanais. De tels actes, a dit M. Maurice Schumann, ne peuvent que nuire aux efforts de M. Yaring. Et de tout cela, a précisé M. Léo Hamon, on parlera bien sûr demain au cours de la conférence de presse de M. Pompidou. Voilà pour l'ensemble de l'actualité pour ce télémidi. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée.